Parlons humanitaire, l'entretien. Institut Camus. Vous êtes sûr qu'il n'est pas resté un peu déséquilibré depuis la guerre? On ne peut pas se permettre d'employer pour cette mission quelqu'un qui peut craquer dans cet enfer. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Louis. Il travaille depuis 20 ans dans l'humanitaire à des postes très variés et il a eu plusieurs expériences dans des pays considérés à risque. Aujourd'hui, avec lui, nous allons parler management et sécurité sur le terrain. Alors mon parcours, moi j'ai fait une fac de droit, j'ai ensuite fait un master de coopération au développement et j'ai enchaîné avec un master action humanitaire à Aix-en-Provence. Et ensuite j'ai fait mon stage au HCR, j'ai eu la chance d'avoir un poste de VNU, toujours au HCR au même endroit. Après voilà, j'ai commencé chef de projet, coordinateur programme, responsable de base. Donc j'ai fait plus de 10 ans sur le terrain. C'est-à-dire pas en capitale, dans des endroits assez éloignés. Et ensuite quand j'ai eu mon premier enfant, c'est là où j'ai eu un poste de coordinateur programme en capitale et ensuite chef de mission. Est-ce que tu peux revenir sur ton premier poste en ONG, nous expliquer comment tu l'as obtenu? Alors mon premier poste en ONG a été responsable projet en République démocratique du Congo. En fait, j'étais déjà en poste au Cameroun, le HCR, j'étais VNU et j'ai aidé à l'installation de l'ONG Première Urgence au Cameroun puisqu'ils venaient d'ouvrir la mission. Donc ce qui m'a permis de connaître beaucoup de gens et donc c'est un peu eux qui m'ont invité à postuler. Donc quand j'ai passé l'entretien, j'avoue je connaissais déjà pas mal de monde, ce qui je pense m'a facilité l'obtention du poste au Congo. Alors, qu'est-ce que tu trouves le plus compliqué dans le management et le plus simple? Alors, la gestion du personnel, c'est déjà pour moi une des choses les plus compliquées. On n'a pas forcément de connaissances sur la gestion des RH, hein. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une fac de droit. Après, j'ai commencé à travailler, mais au niveau de la gestion RH, j'ai pas forcément des études pour ça. Moi, je trouve ça assez compliqué. Je pense que 80% des conflits qu'il y a sur une base, sur une mission, ça vient des ressources humaines. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Il faut gérer la susceptibilité des uns, la susceptibilité des autres. Il faut gérer aussi l'interculturalité. Après, dans certaines missions, on vit avec les gens avec lesquels on travaille. Et ça, c'est aussi très compliqué parce qu'il faut aussi savoir faire la part des choses. Après, le plus simple, je sais pas, je pense qu'il y a rien de simple. Avec les relations humaines, il n'y a rien de simple. On est très complexe. Et bien entendu, toutes ces questions sont évidemment exacerbées quand on se retrouve dans des contextes avec beaucoup de stress. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire quel contexte est considéré dangereux? Est-ce que tu peux nous parler des pays à risque dans lesquels toi tu as été? Alors d'abord, je pense que tous les contextes sont dangereux. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on est dans des pays logiquement en voie de développement. Et donc, une ONG ou un staff expatrié de la nationalité qu'il soit, il représente potentiellement de l'argent comparé à la population locale qui est plus démunie. Donc je pense que c'est une erreur de penser qu'il y a des contextes où on est en totale sécurité. On n'est pas la population locale. Même s'il y en a beaucoup qui se disent oui, moi je suis je me fonds dans la population locale, c'est faux. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est faux et je pense que c'est même dangereux. Après, en effet, il y a des pays à risque, comme la Centrafrique par exemple, où j'ai travaillé pendant un an, ou République démocratique du Congo, où voilà, c'est des pays en guerre, on va dire. Et après, il y a Haïti, où c'est d'autres risques, puisque c'est plus de la violence urbaine, qui est beaucoup plus compliquée. En tout cas, ça l'a été pour moi, que le Congo ou la Centrafrique, où on a des interlocuteurs. Moi, quand j'étais en Centrafrique, avant de sortir sur le terrain, on allait voir le responsable de la sécurité de la zone, qui était un chef rebelle. On lui expliquait notre planning et il nous disait allez-y, n'y allez pas. Donc c'était carré et on avait un interlocuteur. En Haïti, où c'est une violence vraiment urbaine, bah, c'est beaucoup plus compliqué d'assurer la sécurité des gens. Alors, quelles sont les mesures qui sont généralement prises dans ce type de contexte et quel impact cela peut avoir sur la vie de tous les jours? Alors, les mesures dépendent beaucoup des organisations. Il y a des organisations qui font l'équilibre entre justement le bien-être des staffs et la sécurité et qui réfléchissent, on va dire, à ce bien-être, et d'autres qui se prennent moins la tête
et qui vont imposer des mesures un peu plus strictes pour la sécurité de leurs équipes, mais surtout pour leur bien-être à eux et pour se faciliter le travail. C'est-à-dire qu'un chef de mission qui impose un couvre-feu à 18 heures, eh ben, il se prend pas la tête et il sait que toutes ses équipes, elles seront à 18 heures à la maison et il n'aura pas de problème les problèmes qu'il peut y avoir le soir. Donc voilà, donc il faut aussi voir quand on choisit une organisation, quelle est sa politique, si elle est très restrictive ou pas. Moi, personnellement, plus j'ai eu d'expérience et plus ça m'a permis aussi de choisir mes organisations. Et il y a des organisations avec lesquelles je ne travaillerai pas parce que je sais qu'ils sont très restrictifs au niveau des mesures. Donc voilà, ça peut être c'est le couvre-feu, c'est une des mesures. Il y a des zones où on peut pas. La plus compliquée, c'est le couvre-feu, on va dire. Là où on le vit mal, c'est quand on comprend pas. Enfin, en tout cas, moi, là où je le vis mal, c'est quand je ne comprends pas les mesures. Donc c'est vrai que en Haïti, par exemple, j'ai fait plusieurs organisations. Et dans une des organisations où j'étais, ils étaient assez restrictifs et on s'est fait braquer une voiture à 17 heures et on met un couvre-feu à 19 heures. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Donc si ça n'a pas de sens, c'est dur à vivre. Mais après, voilà, il n'y a pas de mesure. En Centrafrique, on avait un couvre-feu à quasiment toute la journée et c'était pas grave et ça se vivait bien parce qu'on savait que c'était utile et pertinent. Donc c'est surtout ça en fait qui permet de bien le vivre. C'est euh, c'est la pertinence des mesures. Alors, on espère bien entendu ne jamais en arriver là, mais quand la situation se dégrade énormément et que l'intégrité physique des personnes peut être en danger, on est parfois contraint à évacuer. Alors, comment se passe une évacuation très concrètement? Moi, la seule évacuation que j'ai vécue, c'était en Centrafrique, pendant le coup d'État de la Séléka, où on était cloîtrés chez nous toute la journée. Mon chef de mission était au téléphone avec les agences des UN qui s'occupaient de l'évacuation. Et du coup, ça s'est passé très... Enfin non, alors ça s'est passé très vite. Le moment de l'évacuation s'est passé très vite, mais le moment d'avant était très long, puisqu'on a attendu jusqu'à 17 heures qu'une voiture vienne nous chercher. Et là, il y a une voiture qui est venue nous chercher, une voiture blindée qui est venue nous chercher. Donc on était prévenu qu'il fallait faire un petit sac de 5 kilos, voilà, le sac qui nous préviennent dans toutes les formations sécu qui nous disent oui, il faut préparer. Bon, là, je vous avoue qu'on n'avait pas forcément préparé grand-chose, mais bon, on prend le minimum et on part en courant dans la voiture, on s'enferme dans la voiture et après on est amené dans un compound. Compound où il y a absolument la communauté de coopération qui vit là, où on se rend compte que les projets d'hygiène et assainissement ce serait bien de se les appliquer à soi-même, parce que 3 jours dans le même camp avec toute la communauté internationale, ben, c'était pas forcément facile à vivre. Et après, il y a un bus qui nous a accompagnés à l'aéroport, un bus escorté qui nous a accompagnés à l'aéroport, où l'aéroport était blindé et on se retrouve un peu du côté animal dans ces moments-là. C'est un peu chacun pour soi. Et puis après, on a pris l'avion pour le Cameroun. Et comment tu gères le fait, dans ces moments-là, de laisser les projets et surtout l'équipe derrière, quelque part? C'est très compliqué. Il y a un sentiment d'abandon. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas la population locale. Et même si on a plein de potes et on s'amuse bien et on est bien intégré, au moment où ça pète, au moment où il y a un problème, bah, nous, on est pris et on est sorti de là. Et eux restent. Donc c'est compliqué et c'est pas assimilable. On n'est pas assimilable à eux. On est différents. Voilà, on n'a pas les mêmes opportunités et la même vie. Donc ça, c'est voilà, il faut le savoir. C'est assez compliqué quand nous, on est parti en courant de notre base et on voit les gardiens. Les gardiens eux-mêmes étaient pressés qu'on parte, puisque ils étaient restés avec nous, mais eux, ils avaient aussi eu envie qu'une chose, c'était partir de leur côté et rejoindre leur famille. Et ils étaient soulagés qu'on parte, parce que eux, bon, ils sont moins en danger, on va dire, que nous. Donc ils étaient aussi soulagés qu'on parte. Mais c'est triste, et c'est compliqué à vivre. Le fait d'abandonner, quand prend le bus là et on part là en direction de l'aéroport et on voit tout le monde qui nous regarde, c'est voilà. Il y a Shooting Dog, un film que je vous conseille, qui représente bien ce moment-là. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter la situation la plus à risque dans laquelle tu as été, la fois où tu as eu le plus peur sur le terrain? La fois où j'ai eu le plus peur, c'était en Centrafrique. C'est pas forcément la prise de Bangui. Nous, on était au nord. On dormait dans une autre ONG parce que la nôtre, elle avait été totalement pillée déjà une première fois. Et là, ils sont entrés et ils nous ont fait asseoir dans le jardin, dans le compound.
À 2 heures du matin, ils sont rentrés, donc ils nous ont tous levés, on était tous assis là par terre, et ils nous pointaient avec une calache. Ça a duré le temps qu'ils vident le carburant, le temps qu'ils prennent tout ce qu'ils avaient, ça a duré à peu près 3 heures. Donc voilà, c'est assez effrayant de se voir assis là avec un gars qui vous pointe une calache, et on se dit, bon ben voilà, quand c'est qu'il va se mettre à tirer, et puis c'est fini. Donc on y pense assez grandement. On pense aussi après qui va nous prendre et qui va nous amener avec eux. Ou, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent par la tête et c'est assez désagréable. Est-ce que tu crois que certains profils psychologiques vont être plus attirés, par des missions, à risque? Est-ce que tu crois qu'on peut devenir accro au danger? C'est une question complexe et moi je ne suis pas psychologue donc c'est dur d'y répondre. Après, de ce que je peux dire de mon expérience, c'est que j'ai vu pas mal de gens cramer qui partaient dans ces contextes-là parce que les ONG, malheureusement, alors pas toutes, mais beaucoup prennent pas forcément soin des staffs et quand dans ton CV c'est marqué voilà RDC et que tu y allais une fois et que ça s'est bien passé, ben, on a tendance à te renvoyer en RDC parce qu'on se dit bon voilà si ça s'est bien passé pour lui un an, ben, il peut y retourner et puis voilà donc on préfère toujours renvoyer des gens qui y sont déjà allés plutôt que des petits nouveaux qui sont jamais allés au Congo parce que voilà RDC c'est un pays où c'est compliqué où il peut y avoir ça peut péter à tout moment, on connaît pas la réaction des gens donc voilà les gens qui sont déjà allés dans le pays, ben, on a plus confiance. Et c'est des fois dur de s'en sortir de ces pays-là, parce qu'à chaque fois, les ONG vous renvoient dans le même pays, donc faut à un moment donné dire stop. C'est soi-même, on doit dire stop. J'ai envie de passer à autre chose. Et oui, je pense qu'il y a un certain, c'est comme les sports de haute compétition, il y a une certaine adrénaline où les gens s'enferment dedans et ça peut, voilà, moi j'ai vu pas mal de gens cramer à cause de ça. Et pour finir, un conseil aux étudiants qui veulent travailler dans ce type d'urgence? Pour ces gens-là, je leur dirais choisissez bien votre organisation. Sentez-vous en sécurité. Si vous vous sentez pas en sécurité, fiez-vous à votre instinct et n'hésitez pas. Vous n'allez pas passer pour quelqu'un qui supporte pas le terrain ou patati patata. Donc voilà, il y a un minimum requis et vous devez sentir en sécurité. Choisissez bien votre organisation pour aller dans des milieux sécuritaires compliqués. Merci beaucoup Louis d'avoir partagé ton expérience passionnante avec nous et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel entretien.